Bonjour à tous, c'est Simlef. Aujourd'hui, je fais ma deuxième vidéo dédiée à Clausewitz et notamment, je vais me poser la question suivante. Donc, on se situe après 1945. La pensée de Clausewitz est-elle incomplète, voire dépassée? Alors, quelques petits rappels. Clausewitz, c'est d'abord cette célèbre citation: la guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. Pour lui, les guerres sont avant tout interétatiques, c'est-à-dire un État contre un État, ou des États contre d'autres États. La guerre est surtout régulière, une armée contre une autre armée avec des grosses batailles d'anéantissement, et on fait la guerre, pas d'une manière aléatoire, mais pour atteindre des objectifs avant tout politiques. On va d'abord s'intéresser donc à la guerre froide. Guerre froide, donc qui commence dès 1947, puis là vous aurez reconnu Kennedy et sa phrase par rapport à la construction du mur de Berlin en 1961. La guerre froide, qu'est-ce qui se passe? On a donc bien une guerre, mais c'est plutôt un affrontement indirect. Vous voyez dans cette caricature, Staline et Truman s'affrontent avec des têtes d'épingle, pas à coups de sabre ou de pistolet, alors que des armes ils en ont en quantité, l'un comme l'autre d'ailleurs. Alors là, vous avez des précisions sur cette caricature célèbre. Et du coup, la guerre froide, c'est avant tout donc une guerre où on a peur de l'arme nucléaire, donc il n'y a pas les grosses batailles que Clausewitz envisage en fait. D'accord? Parce que on a peur de l'apocalypse. On a surtout des crises, comme la célèbre crise de Cuba, une crise qui sera essentiellement diplomatique, puisqu'à part quelques mouvements de la flotte soviétique, notamment 4 sous-marins classe Foxtrot qui avaient des torpilles à tête nucléaire, à part ça et puis un avion de reconnaissance américain abattu, il n'y a aucun combat majeur. Et tout ça, comme je disais, à cause de la peur de l'apocalypse nucléaire. Donc la pensée de Clausewitz, elle n'est pas inutile. On a bien un État qui affronte un État, les États-Unis contre l'URSS. On a bien de la politique, la démocratie libérale et capitaliste contre la menace communiste ou le régime communiste, mais on n'a pas le dernier volet, les batailles d'anéantissement et la guerre totale. D'accord? Donc là, la pensée de Clausewitz, elle est un petit peu incomplète pour toute cette guerre froide qui va de 47 à 91. Pas d'affrontement militaire majeur, de front, de siège, où sont passées les Koursk et les Stalingrad, j'aurais envie de dire. Ok? Alors, Clausewitz, il y a un deuxième problème, c'est concernant les massacres et les guerres civiles. D'accord? Sa pensée ne traite très peu de la question de la guérilla et des guerres civiles. Or, si vous regardez ce graphique, vous voyez que les conflits intra-étatiques, c'est-à-dire les conflits à l'intérieur d'un État, ils ont monté en flèche depuis 1945, le summum étant vers 1990. Et même si vous regardez après 2010, vous avez quelque chose comme 8 à 10 fois plus de conflits intra-étatiques que de conflits inter-étatiques. Alors c'est dû notamment au phénomène de décolonisation et aux guerres qui ont succédé aux conflits de décolonisation, ici donc la guerre d'Algérie. Et Clausewitz donc a parlé de la guérilla quand même, il ne l'a pas snobé. Vous voyez que dans cet article de DSI, on nous dit que Clausewitz a fait un cours dédié à la petite guerre. C'est le nom qu'on donnait au XVIIIe siècle à la guérilla. Donc il ne l'a pas ignoré, mais il n'en a pas beaucoup parlé. Alors, on parle de conflits intra-étatiques. Moi, je vais m'attarder sur un cas, celui de la Colombie, qui est assez révélateur. Alors, la Colombie, vous connaissez par la série de Netflix, donc Narcos et puis Pablo Escobar, mais il y a une guérilla très importante, et c'est à peine terminé aujourd'hui. Alors, pour être précis, dès les années 60, vous avez les FARC qui apparaissent, donc c'est une guérilla de type communiste, ça veut dire Forces armées révolutionnaires donc, de Colombie. Et donc, vous voyez, 1964, fondation des FARC, mais on a même une deuxième rébellion, c'est-à-dire qu'en 65, on voit apparaître l'ELN, qui est différent du mouvement des FARC. ELN, ça veut dire Armée de Libération Nationale. Donc là, vous voyez un conflit complexe qui apparaît. Un conflit donc avec des zones de guerre, pas des zones de guerre, où on n'a pas une guérilla,
mais deux guérillas. C'est ce que vous voyez sur cette carte de Philippe Rekasevitz. Hein. Alors cette carte ancienne, hein, année 2000, mais elle nous montre deux guérillas qui se côtoient. Et ça va même encore plus loin, vu qu'entre 97 et 2003, il va y avoir des mouvements paramilitaires qui vont apparaître, qui vont plus trop obéir au gouvernement, hein, qui sont très autonomes par rapport à l'autorité centrale. Ils vont jouer un rôle crucial, hein, faire pratiquer la terreur et ils vont largement affaiblir la guérilla par ces campagnes de terror. D'accord ? Donc pour résumer, on a un conflit intra-étatique. C'est pas une guerre civile classique, un gouvernement contre une rébellion. Il y a l'État colombien, il y a les paramilitaires, il y a les FARC, il y a l'ELN, et au milieu de tout ça, il y a les cartels de drogue. Donc on est très éloigné de la pensée de Clausewitz qui ici, son livre De la guerre nous aide pas trop à comprendre la situation en Colombie. Deuxième élément, et c'est pour ça que j'ai choisi ce pays, dans les années 90-2000, on se demande si les FARC c'est une guérilla communiste ou plutôt une narco-guérilla. Si on est dans la première situation, leur objectif est avant tout politique. Si c'est la deuxième situation, c'est un objectif qui est plutôt économique ou criminel. Donc si on est dans le deuxième cas, on s'éloigne de la guerre, n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens. Enfin, apparaît massivement le terrorisme à partir des années 90-2000, 2001, le 11 septembre, événement géopolitique majeur, et on voit apparaître des réseaux terroristes internationaux comme Al-Qaïda dirigés par Ben Laden. Ok ? Donc, ces terroristes ont des objectifs religieux particulièrement clairs, ils disent qu'ils font le djihad. Donc là, pareil, si on se réfère à Clausewitz, on se demande si sa citation n'est pas déformée. Si c'est pas, maintenant, la guerre n'est rien d'autre que la continuation de la religion par d'autres moyens, quand on voit comme Daesh et Al-Qaïda emploient à tout va le terme de djihad. Ok ? Donc, vu comme ils sont focalisés sur la religion qui fait son gros retour vers 2001, ça interpelle sur le sens même de la politique et du poids de la politique. Alors, Al-Qaïda, c'est un acteur non étatique, hein, donc là aussi, ça pose des questions. Hein. Est-ce que la guerre, c'est avant tout un État contre un État, ou est-ce qu'il n'y a pas plein d'autres acteurs à prendre en compte, des acteurs supra-étatiques, c'est-à-dire plus gros que l'État, ou des acteurs infra-étatiques, c'est-à-dire plus petits que l'État, comme les mafias, les réseaux terroristes, les multinationales, etc. Alors, néanmoins, les thèses de Clausewitz sont toujours très utiles. Clausewitz n'est pas acheté à la poubelle, et je vais le démontrer maintenant. Alors, là, je vais évoquer la guerre qui a eu lieu au Liban en 2006, l'été 2006, entre le Hezbollah, qui est un mouvement islamiste chiite, et Israël. Donc Hezbollah que vous voyez ici avec son leader Hassan Nasrallah. Et là, dans le cadre de la guerre du Liban, on a affaire à ce qu'on appelle une guerre par procuration, ou en anglais une proxy war. C'est-à-dire que derrière ce duel entre un acteur non étatique et Israël, c'est bien un conflit interétatique qui est caché. Là, vous avez donc Israël et le Hezbollah qui s'affrontent au Liban, mais on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'en fait, ce conflit cache un duel entre l'Iran et Israël, puisque le Hezbollah est largement soutenu par l'Iran qui lui livre toutes ses armes, ses roquettes notamment, ses missiles anti-chars, ses RPG, etc., etc. Donc une guerre intra-étatique peut dissimuler un conflit interétatique. Même si ici au Liban, c'est pas tout à fait de l'intra-étatique non plus. Mais les États s'affrontent aussi par des intermédiaires, donc dès qu'on creuse un peu, on retrouve des conflits interétatiques. Ensuite, si je reprends le cas de Daesh, qui passe pour être des fanatiques religieux, en fait, on s'aperçoit que ces gens-là sont focalisés sur la religion, mais ils ne délaissent pas la politique. Et j'ai plusieurs exemples. Déjà, Daesh, ils ont quand même un objectif qui est clair, en tout cas qui était le leur en 2014, c'est-à-dire la création d'un califat. La création d'un nouvel État, c'est un acte totalement politique. Et là, on vous parle de Sykes-Picot.
Qui sont ces deux personnages? Sykes était un Anglais, Picot était un Français, c'est eux qui ont tracé les frontières du Moyen-Orient en 1916 dans un contexte de Première Guerre mondiale. Et Daesh a largement communiqué sur le fait qu'il détruisait la frontière tracée par les Européens. Eh bien, tracer des frontières, modifier des frontières, c'est un acte totalement politique. Enfin, j'ajoute qu'au moment où les djihadistes ont pris Palmyre, ils ont bien vandalisé la cité antique, mais ils ont bien revendu les œuvres d'art qui à une époque constituaient leur deuxième source de revenus. Donc en gros, ils perdaient pas le nord. Dernier argument, si vous prenez la guerre Ukraine de 2022, tout ce que je vous mets là confirme que la pensée de Clausewitz n'est pas morte. Les conflits interétatiques existent toujours, donc en bilan, la pensée de Clausewitz est à nuancer, elle n'explique pas tous les conflits, mais elle n'est pas à jeter, ça reste un ouvrage majeur et une pensée très utile. Merci pour votre écoute et pour vos commentaires.